Parfait. Donc, bonjour et bienvenue aux 33 participants à ce premier webinaire qui est organisé par Zoom. Donc, ce webinaire-là, bien sûr, c'est fait dans le contexte actuel qu'on vit tous en ce moment avec le COVID-19. On a invité Simon, Jean-Luc, le VP de développement des affaires de Simon, qui est une entreprise québécoise, mais qui a aussi des bureaux en Chine. Eliette Lamonde, qui est la directrice générale de Fondation Montréal Inc. et la cofondatrice de Bonjour Startup pour faciliter cette conversation. L'idée à travers de ce webinaire, c'est de avoir un peu une vue vers l'avant, vers un pays qui l'a vécu, puis comment on peut se passer par la crise, étant donné que Simon, ils ont eu un article assez intéressant par rapport à ça la semaine dernière, puis Jean-Luc va approfondir cet article-là. Donc, pour aujourd'hui, je demanderai aux participants de poser leurs questions dans la section Q&A et non pas sur le côté chat. Nous, on va répondre aux questions au fur et à mesure. Une fois que Liette aurait annoncé la personne à qui on va poser la question, juste faites lever la main sur le Zoom, comme ça on peut vous donner la parole si vous avez des approfondissements ou des clarifications à demander. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je vais répéter les instructions dans le chat. Comme ça, vous pouvez suivre. Mais pour le moment, moi, je vais me retirer de cette conversation-là et je vais laisser la parole à Liette et Jean-Luc. Merci, Nour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Luc, l'article qu'il y a eu dans la presse, dans les affaires la semaine passée avec Carl Brault, ça a été dans notre semaine une bouffée de fraîcheur, puis un grand espoir. Tout le monde l'a vu vraiment comme l'article qui nous amenait de l'espoir dans cette crise-là. Fait que je pense que c'est super important qu'on en parle aujourd'hui puis qu'on voit effectivement comment Simon a vécu tout ça. Fait que Jean-Luc, je te laisserai peut-être te présenter puis expliquer qu'est-ce que Simon aussi puis c'est quoi votre relation avec la Chine. Bien, merci Liette, merci Nour, bienvenue à tout le monde. C'est pas une aventure facile dans laquelle on passe. Puis effectivement, le fait que notre bureau de Shanghai l'ait vécu malheureusement avant, ça devient comme une façon pour nous peut-être de partager ce qui s'est passé. Ce que Simon est, on est une compagnie canadienne, une cinquantaine d'employés, plus une vingtaine d'employés dans nos usines, qui travaillent à aider les compagnies canadiennes dans leur démarche d'affaires en Chine, soit en approvisionnement technique, sous assemblage technologique et en développement de marché aussi dans le monde du divertissement. On a plusieurs clients, on travaille avec des gens comme, écoute, je n'aimerais pas nécessairement les clients, mais on a Moment Factory, on a Cirque du Soleil, puis il y a des gens que j'ai vus ici dans la liste d'ailleurs qui sont des gens avec qui on travaille beaucoup. Au niveau de l'industrie, on a des PME, on a des startups. Donc, c'est beaucoup aussi au niveau d'aider les compagnies à développer une façon de fabriquer, à la fois avec l'équipe qu'on a à Montréal. Donc, on a une équipe d'ingénierie, une équipe de logistique à Montréal, puis une équipe aussi en Chine là-bas. Donc, brièvement, on est dans le domaine technologique. Et juste une petite parenthèse, on refocus actuellement beaucoup sur l'approvisionnement en équipements médicaux parce qu'on voit tous les besoins aussi qu'il y a actuellement en équipements de protection individuelle, comme des masques, des visières. On a déjà une commande de 300 visières qui sont parties hier d'un fabricant avec qui on travaille en Chine, qui s'en vient au Québec. On en a rajouté plus pour envoyer en échantillon pour vérifier avec les hôpitaux, tout ça, est-ce que c'est ce dont vous avez besoin, tout ça. Fait qu'on convertit un petit peu là, notre mission actuellement. Mais c'est ça. Brièvement, c'est ce qu'on est. Ça fait 8 ans qu'on existe. Moi, personnellement, ça fait depuis 2008 que je travaille avec la Chine, surtout en développement de marché, dans un domaine différent, mais qui touchait aussi le domaine des arts et du divertissement. Est-ce que toi, personnellement, Jean-Luc, tu t'es retrouvé en Chine pendant la période de la crise là-bas ou dans les dernières semaines? Non, moi, la dernière fois que je suis allé en Chine, c'est en septembre. D'ailleurs, c'était assez anecdotique de mentionner que quand la crise du coronavirus a commencé en Chine à la fin janvier, début février, j'avais déjà des gens qui m'écrivaient, certains par peut-être souci altruiste, d'autres qui étaient peut-être plus par protection personnelle, à dire, c'est quand la dernière fois que tu es allé en Chine? Et je disais par ça,
c'est une bonne affaire que je te rencontre. Puis là, j'ai rassuré en disant, écoute, la dernière fois, je suis allé, c'est en septembre. Mais, by the way, la première ville où je suis allé en Chine dans ma vie, à part quand j'ai arrêté à Beijing, c'est Wuhan, en 2008. Très belle ville, je me rappelle, les cerfs-volants, au-dessus, il y a un fleuve qui passe là. C'est une ville magnifique. C'est triste ce qui se passait à ce moment-là à Wuhan, mais on peut loin de se douter que ça profilerait comme ça à travers le monde. Tout à fait. Donc, si on peut comprendre dans le fond que vous êtes une entreprise de service en quelque sorte. Vous êtes une entreprise de service, mais vous avez aussi des liens directs avec de la production parce que vous aidez les entrepreneurs dans la production. Fait que c'est le fun, je trouve que ça vous donne comme une vue sur deux types d'industries dans le cadre de cette crise-là. Je pensais aborder un peu notre discussion aujourd'hui en deux grandes étapes. Comment s'est passée la crise là-bas pour vous? Puis, comment se passe la reprise? Parce qu'on on se doute bien que la reprise, c'est pas comme le retour à la normale non plus. Donc, j'aimerais ça qu'on le fasse peut-être en deux temps. Si on commence par la première étape, comment s'est passée la crise? Est-ce que tu peux nous parler, des plus grandes préoccupations qu'on entend des entrepreneurs présentement? C'est bien gros, tout ce qui est liquidité, financement. Peux-tu nous parler comment vous avez vécu ça chez vous? Ce qui est différent là-bas, puis si on recule un petit peu, quand ça s'est produit là-bas, ce qui s'en venait, c'était le Nouvel An chinois. Puis tout le monde qui travaille avec la Chine sait que quand arrive la période du Nouvel An chinois, qui est habituellement fin janvier, début février, ça dépend des phases lunaires, c'est comme Noël jour de l'an ici. Mais eux, c'est comme pire encore. Toutes les lumières ferment, tout le monde s'en va dans sa famille, puis on attend. Puis même que ce qui est particulier, c'est qu'ici, les clients, souvent, voient arriver cette période-là avec appréhension en disant, merde, toutes les commandes, il faut absolument qu'elles soient toutes envoyées avant le Nouvel An chinois, parce que sinon, là, pendant les 2 semaines qui suivent, il n'y a rien qui se passe, ça va aller après. Fait que ça explique deux choses. Un, la crise s'est développée pendant que les gens commençaient à partir. Fait qu'on se souvient que la première ville qui était touchée, c'est Wuhan, parce que là, les gens ne pouvaient même pas aller voir leur famille. Puis là, ça s'est fait cloisonner. Le restant du monde, ils s'en allaient voir leur famille. J'ai des amis, moi, qui sont en Chine, qui partaient en voyage en Thaïlande, qui allaient sur des plages, tout ça. Donc, c'est au retour des vacances que là, moi, le département des RH, à Shanghai, la première alerte que j'ai eue, c'est qu'il y avait plein de communiqués du gouvernement qui attendaient dans le mailbox pour dire « Oh, vous ne pouvez plus rentrer au travail, il faut que tout le monde reste chez eux. » Fait que c'était comme un choc. Là, il y a comme une stupeur qui s'est produite parce qu'il n'y avait aucune idée. Les autres, c'est pas pire, c'est malheureux tout ce qu'on vit, là. Mais tu sais, en quelque part, on sait que, bon, ça affecte davantage les gens de 70 ans et plus. Il y a quand même un bon taux de guérison. Le pourcentage de morts n'est pas si élevé. On parle de 3-4 %. Certains pays, c'est plus que ça. Mais là-bas, c'était pas ça du tout. Il n'y avait aucune idée là, dans quoi on s'en allait. C'était comme un choc terrible. Fait que la première réaction qu'on a eue, c'était de penser aux gens, aux employés. Est-ce qu'ils sont tous en sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va pouvoir revenir? Puis de rassurer aussi les employés, de dire, OK, restez chez vous, mais vos salaires sont quand même versés. On n'est pas en train de fermer. Là. On a quand même assez de liquidité pour payer vos salaires. Pendant ce temps-là, les clients ici qui disaient, bon, la Chine, vous êtes revenu de votre congé des fêtes, là, le congé Nouvel An, ma commande a rendu dessus. Là, on est obligé de dire, il y a un retard. Puis, c'est plate à dire, mais on a certains clients qui avaient un petit peu de misère à comprendre ça. C'était comme le virus. OK, c'est beau, vous avez un virus là-bas, là, mais arrête de niaiser, là, envoie-moi ma commande. Écoute, là, c'est pas si évident. Malheureusement, là, les gens peuvent comprendre maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de mesures gouvernementales qui ont été mises en place très rapidement. Puis aussi de dire, est-ce que vous avez besoin de choses? Avez-vous besoin des masques et tout ça? La mode là-bas en Chine a été beaucoup l'emphase sur les masques. Chose qu'on fait moins ici. Le docteur Arruda explique bien les raisons, puis c'est très légitime. Mais fait que là, notre département d'achat s'est mis beaucoup à trouver des masques, entre autres pour les enfants aussi. Une chose qu'on oublie, il y a les employés, mais aussi la famille. Fait qu'on a aidé même de la part du bureau de Montréal ici, là, on aidait là-dessus. Puis, on continue à payer les employés, c'est ce qui était important pour développer une deuxième étape qui était le travail à la maison. Fait équiper les gens, ceux qui avaient des laptops, ça allait bien. Sinon, ben, comment on fait pour brancher avec des VPN, tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de pression sur les RH pour que ça puisse se faire. Mais la business continuait ici. Il y a des clients ici qui se sont jamais rendus compte, par exemple, que notre designer industriel qui continuait de fournir des dessins, ben, travaillait chez elle au lieu de travailler. Fait qu'on a mis quand même une emphase là-dessus. C'est ça. Mais les gens avaient hâte que ça reprenne ici. Là, on a développé aussi, ça je pourrais en parler, dans l'article, dans le Journal des Affaires, le principe 3 qui était évaluer la santé financière de votre entreprise. Fait là, on s'est viré de bord assez vite pour déterminer,
Carl a fixé Carl Brou, le président de Semen, à Shanghai, qui était en plein milieu de la crise. Il a quand même déterminé 3 tests financiers qu'on a trouvés assez représentatifs pour aider. Fait que ça, je pourrais les décrire là, un petit peu plus tard. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, les gens sont revenus au bureau. Il y a eu des règles mises en place, par exemple, le port de masque au bureau dès qu'on s'adresse à quelqu'un, de garder la distance d'1 mètre, ça veut dire qu'un bureau sur 2 est inoccupé, les équipes rentrent en alternance, ils ne vont pas toutes manger en même temps. Il y a beaucoup de mesures comme ça qui étaient mises en place. Je vais t'arrêter sur le maintenant parce que j'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu le pendant la crise, dans le fond. Tu as parlé de mesures du gouvernement chinois, entre autres les masques. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place pour aider au niveau justement liquidité, des choses dont on pourrait peut-être même s'inspirer ici, si c'est possible? Oui, il y a des incitatifs financiers qui ont été mis en place là-bas pour aider, pour avoir des crédits de taxes, pour avoir des retards, pas des retards, mais certains délais au niveau des paiements de taxes et tout ça. Fait qu'il y a il fallait, ça c'est quand même assez, c'était assez intéressant pour Semen de réaliser que malgré qu'on soit une compagnie canadienne, le fait qu'on a des licences d'affaires chinoises, le fait qu'on ait à date respecté les règles chinoises au niveau de tout ce qui est business, qui n'est pas de mes affaires, ben, on pouvait se prévaloir de ces aides-là de la part du gouvernement chinois là-bas pour le bureau en Shanghai. Fait qu'on pouvait, parce qu'il faut comprendre qu'on a on a une autre division, la division Real Life, qui est au niveau des présentations de spectacles, création de contenu, tout ça. On supportait une tournée d'un groupe japonais qui s'appelle Akobe 48, qui arrivait en février. La première ville de la tournée, c'était Wuhan. Fait qu'on peut se douter que la tournée a été rapidement annulée. Donc, tout ce qui est présentation spectacle, on a même vu C'est du soleil, le spectacle en Hangzhou qui a été complètement arrêté, de même que les 44 autres qui avaient dans le monde. Ce qui a fait que notre division Real Life s'est retrouvée du jour au lendemain avec 0 revenu. Puis, ce qui est le cas de beaucoup de compagnies ici, malheureusement. Fait que ce côté-là, c'était assez difficile aussi. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on peut prévoir l'après? Fait qu'il y a des incitatifs au niveau du gouvernement chinois aussi pour faire en sorte que les projets continuent. Alors, on est impliqué avec un projet avec Universal à Beijing. On a pensé que ça serait arrêté, mais au contraire, le gouvernement chinois pousse pour que ça aille encore plus vite pour justement que l'économie n'arrête pas. Un peu comme ici, j'entendais qu'il y aurait des investissements au niveau des infrastructures. C'est sûr que si la construction arrête au Québec pendant 3 semaines, c'est un peu difficile, mais il va y avoir des incitatifs gouvernementaux justement pour faire que c'est une bonne chose, là, faire que la vie reprenne et que des projets s'enclenchent. Ça, c'était une préoccupation aussi. Tu disais au début que vous aviez assez de liquidité pour payer les employés. J'imagine que vous aviez quand même quelques réserves financières pour passer à travers cette crise-là. Bien, c'est là que, puis peut-être que ta question m'amène justement à parler des 3 points. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle, les 3 points. Oui, vas-y, parce qu'on a d'ailleurs reçu une question qui est quel conseil donnerais-tu à ceux qui n'ont pas assez de liquidité pour garder tous leurs employés? Je pense que tu vas. Oui, bien, le principe 3 qui était dans notre article du Journal des affaires, évaluer la santé financière d'entreprise, les 3 points, puis là, c'est des termes anglais, là, mais vous allez comprendre, le runway test. Le runway comme une piste de décollage, une piste d'atterrissage. Fait que ça, dans le fond, le runway test, c'est si tu n'as aucune vente, comme la division Real Life, combien de temps tu peux survivre? Okay? Habituellement, cet indicateur-là, il s'applique pour une entreprise en démarrage qui regarde son runway. Jusqu'à ta prochaine ronde de financement, ben, combien de temps tu peux vivre, même si tu n'as pas de revenus encore, pour payer tes salaires, l'électricité, le loyer. Puis, en démarrage, donc, comme je dis, c'est pour se rendre à la prochaine ronde de financement, mais quand tu l'appliques à une entreprise en opération, c'est sûr que là, l'exception, c'est que tu as quand même peut-être des revenus qui continuent d'entrer, mais pas mal moins. Fait que la ligne rouge, habituellement, c'est 3 mois. Faut normalement, un gestionnaire va s'assurer que dans une compagnie d'opération, ben, que si jamais tu n'avais pas de revenus, ben, tu pourrais vivre 3 mois. Il y a une étude en Chine qui montrait assez rapidement que 70 des entreprises chinoises avaient un runway de moins de 3 mois, puis 30 étaient moins d'1 mois. Fait que c'est là que tu peux te dire, OK, combien de temps que je vais réussir à vivre? Puis là-dessus, il y a 2 autres indicateurs que tu combines à ça, peut-être. Le deuxième étant le acid test ou le stress test. C'est que tes actifs à court terme divisé par tes passifs à court terme. Donc, ce que tu as comme argent, le cash que tu as, ben, qu'est-ce que ça représente par rapport au cash que tu dois à tes fournisseurs dans les prochains mois? Un bon ratio, ben, c'est 1. C'est-à-dire que si tu considères une personne de 2 mois, ben,
même pas que c'est un bon ratio, c'est qu'au minimum, tu t'assures que le cash que tu as en banque va être capable de payer tes fournisseurs pour les 2 prochains mois. C'est là que ça peut t'aider à savoir est-ce que tu dois retenir certains paiements des fournisseurs pour passer à travers la crise. Là, dans ce cas-là, nous autres, on était serrés. Fait qu'on a négocié avec quelques fournisseurs pour retarder quelques paiements, notre loyer, tout ça. Fait qu'on était quand même chanceux d'avoir eu une discipline de payer nos fournisseurs à temps. Fait qu'on a un petit peu surfé là-dessus. Mais, puis appliquer une pression aussi sur nos recevables, parce qu'à ce moment-là, la crise n'était pas encore aux États-Unis ou au Canada. Fait qu'on était un petit peu plus en mesure, pendant certains clients qui ont entendu parler de nous autres, dire écoute, une facture que tu nous devais, on aimerait ça qu'elle soit payée. Ça, c'est quand même quelque chose à faire. T'sais, si on prend le runway test, combien de temps tu peux survivre? Après ça, ton test de savoir ton actif sur les passifs. Puis le troisième, c'est ton sales backlog, c'est que tes projets qui s'en viennent, ce que tu t'attends à avoir comme paiement ou comme avance de paiement sur ces projets qui s'en viennent, est-ce que ça dépasse ton budget pour ton prochain mois ou tes 2 prochains mois? Autrement dit, là, c'est difficile, mais est-ce que normalement, ça va remonter et tu vas recevoir les fonds là-dessus? Okay? Fait qu'il n'y a pas vraiment de recette magique, mais je pense que c'est bon de s'asseoir, de le faire objectivement, ce test-là, puis de savoir est-ce que ma panique est justifiée. C'est sûr qu'émotivement, on est tous un petit peu en choc, mais ou de savoir si j'applique ces 3 tests-là. Puis tu sais, ce que je dis là, je le dis rapidement, mais je pourrais vous l'écrire, puis que tu fasses en envoyer aux gens qui seraient intéressés de voir ça. Mais je trouvais que ces ratios-là, ça peut être intéressant de considérer. Fait que c'est sûr que on veut éviter de mettre du monde à pied, certains. Quoique là, il y a des incitatifs au niveau chômage qui peuvent aider. Fait que quand est-ce qu'on dit à des employés, ben écoute, là, pour l'instant, c'est évident que je n'ai rien de faire, puis il faut que je protège mon cash flow. Fait que tu es obligé d'aller en chômage, mais bon, je vais aller te rechercher après. C'est sûr que ça crée beaucoup d'insécurité. Est-ce qu'il peut y avoir une entente qu'on réduise un petit peu le salaire? Je ne sais pas, on va dire, ben, écoute, je vais payer 20 % moins ton salaire pour les 6 prochaines semaines, en considérant que je te remets ce 20 % là plus un 5 % pour les 6 semaines qui suivront à ce moment-là. Parce que ce qu'on sait, c'est que ça finit par diminuer. C'est l'exemple de la Chine actuellement. C'est qu'une fois qu'on met des mesures en place, ça a duré à peu près 6 semaines là-bas, que là, la courbe a diminué. Ben, c'est ce qui va arriver. On n'est pas en train de... malheureusement, excusez le terme, mais ce n'est pas un cancer qui s'installe qui va juste grossir. Il y a des mesures qui vont être prises pour que la vie va reprendre. C'est ce qu'il faut focuser. C'est ce qu'on l'espère tous. Puis j'imagine que dans cette crise-là aussi, vous avez aussi réfléchi à, bon, il va y avoir un après la crise. Là, on gère la crise, mais comment est-ce qu'on peut se préparer tout de suite à l'après-crise quand on est en plein dedans? Y a-t-il des opportunités qu'on peut saisir? Y a-t-il des choses, du temps qu'on peut passer sur... je voyais que vous avez travaillé sur de l'amélioration de produits, par exemple, en vous disant, bon, ben soyons certains que quand ça reprend, on va être prêt, puis on va être plus fort même, on va avoir amélioré certaines choses au sein de nos organisations. Comment vous avez fait ça chez CNM? Ben, écoute, on est encore dedans. Tu sais, je n'oserais pas dire qu'on l'a fait. Ben, oui, on en a fait un bout, mais on continue d'apprendre. Une chose qu'on se disait, tu sais, Carl et moi, on se parle tous les jours, là. Puis, il me disait un petit peu en anecdote que lui-même, il s'est remis au tapis roulant chez lui, là. Il s'est remis à l'exercice. Tu réalises l'importance de nous-mêmes, tu sais, d'être capable d'être fort puis de passer à travers ça, de se garder en forme là-dessus, de penser à nous, de prendre du temps pour profiter, puis c'était un des points de l'article aussi, c'est que d'essayer de voir des aspects positifs de ça. On est chez nous, on n'a même plus à se déplacer, on est beaucoup plus dans le télétravail, dans l'appel conférence. Tout le monde s'attend à ce qu'on se parle avec des webcams. Donc, en quelque part, ça pourrait nous donner du temps pour être capable de focusser, se concentrer pour développer des stratégies auxquelles on n'a jamais le temps de penser. Je pense que le télétravail qu'on est en train d'installer va rester, puis c'est peut-être même bien pour nos santé personnelles et la santé de l'environnement, si on peut éviter d'avoir à se déplacer pour aller à un meeting ensemble, puis qu'on fasse ça par vidéoconférence. Je pense que ça va être une mode qui va être installée, puis que les gens vont avoir plus de webcams, ils vont s'attendre à le faire. La chose la plus importante qu'on se dit tout le temps, c'est nos gens. S'assurer que tous nos employés vont avoir passé à travers de façon correcte. Premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui vont être affectés eux-mêmes, dans leur famille, leurs enfants?
ça, est-ce qu'ils sont tous corrects? Rassurer, tu sais, qu'on est là. Pas hésiter au niveau des communications. Puis parler même, tu sais, que ce soit à nos banquiers, nos fournisseurs, nos clients, nos employés, communiquer, faites voir que vous êtes là. Je parle au niveau des gestionnaires d'entreprise. Puis de garder un bon œil, tu sais, sur ce qui se passe. Puis évidemment, oui. En fait, j'allais dire, je pense que la transparence, c'est un peu ce dont tu parles. La transparence est encore plus importante dans cette période-ci, puis la communication justement avec tout le monde. J'aime bien que tu ramènes l'importance pour les fondateurs des entreprises de se garder en forme, de garder le plus possible la tête hors de l'eau dans cette période-là aussi, puis de penser à leurs employés. Puis j'aimais beaucoup dans les conseils que vous aviez formulés, l'idée de c'est qui mes gatekeepers, qui sont ceux là, que je sais qui vont aller sur le front, qui vont être capables de pivoter rapidement, de changer de mindset rapidement pour pouvoir nous aider à passer à travers, les identifier, s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour jouer ce rôle-là. Puis à côté aussi, ceux qui ont moins l'habitude de subir une pression importante dans leur travail quotidien, puis que là, en vivent une. Peux-tu nous parler un peu comment vous avez travaillé ça? Bien, on se rend compte, tu sais, par exemple, moi, en tant que vice-président, c'est sûr que je focus beaucoup sur le développement de la compagnie, les ventes, le développement des clients, les projets, tout ça. C'est sûr que des fois, Carl s'amuse à me dire que la pression est sur moi. Mais là, soudainement, et mon équipe qui est ici à Montréal, là, Lynn Emmanuel Éric, puis d'autres gens qui collaborent avec nous au Québec, au Canada. Mais là, soudainement, la pression allait aussi au niveau des RH, elle allait au niveau des finances, au niveau de tout le monde. Puis, c'est pas nécessairement tout le monde là-dedans qui est habitué soudainement à recevoir un choc comme ça, puis à être en processus de solution, puis d'être réactif. Fait que c'est important, je pense, tu sais, il ne faut pas non plus écraser personne puis se retrouver avec des gens qui sont plus capables de fonctionner. Fait que de bien identifier dans les équipes, c'est qui les gens qui sont capables de prendre ça en main et d'avancer quand même là-dessus. Puis, justement, les gatekeepers, que ce soit des gens, ben, je le voyais de deux façons. Tu as des gens à l'interne qui vont devenir, juste une petite parenthèse, puis ça va t'aider à comprendre peut-être, quand je parlais tantôt des 3 ratios, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans un meeting de tous les employés, on a divulgué les ratios. On était complètement ouvert. C'est-à-dire, on a expliqué les ratios. Carl a fait une présentation, dit OK, le runway, le backlog, la petite test, puis voici où on est. OK, dans tel cas, on est à 1,2, dans tel cas, on est là. Pour que les gens sentent, voici notre situation, on ne cache rien, voici les actions qu'on pense prendre. OK. Fait que rendu là, identifier qui là-dedans va réagir en disant écoute, moi j'ai compris ça, là, puis voici ce que je suis prêt à faire, puis regarde, je vais emmener ma gang à faire ça. Il y a des gens qui se sont identifiés comme ça, des gens qui se sont levés, puis qui sont devenus des acteurs importants. Fait que ça permet un peu de déterminer ça. C'est important aussi de vous trouver des gens de l'extérieur qui vont vous supporter, soit des coachs si vous en avez, des mentors, ou des gens qui vivent la même chose. Ça va être important là, de partager, là, share the pain. Ça aussi, c'est important. Je te remercie. J'ai quelques questions qui sont rentrées que j'aimerais qu'on aborde. J'ai Ilias, entre autres, qui dit « Quelles sont tes recommandations pour garder l'engagement et la culture d'entreprise malgré la distance et le télétravail? » Oui. Là aussi, on se rend compte, la bell curve s'applique, la distribution normale s'applique là-dedans aussi. Tu sais, quand tu disais, mettons, quels seront les gens qui vont se lever pour aider, quels sont les gens qui vont être un petit peu écrasés par ce qui se passe, puis tu as la moyenne entre les deux. Là aussi, c'est que dans le télétravail, on se rend compte qu'il y a des gens avec qui ça fit super bien. Ils disent, écoute, moi, j'ai jamais été aussi productif. D'autres que ça dérange. Fait qu'il y a un défi là-dedans. Puis la culture d'entreprise, dans notre cas, le bureau de Montréal, on était déjà habitué d'être en télétravail. On se retrouve souvent en communication avec la Chine à des heures impossibles, des heures le soir, la nuit. Fait qu'on n'a pas le choix d'être installé pour être capable de travailler à distance. C'est pas le cas de tout le monde. Même en Chine, nous autres, au bureau, il y avait des gens qui ne travaillaient pas de la maison du tout, là, qui n'avaient même pas de place dans leur appartement, mettaient une table avec un ordi dessus. Là. On n'a pas les mêmes réalités de logement au niveau de la grandeur de nos maisons, mettons. Fait c'est comme si la culture d'entreprise évolue.
c'est là que l'ouverture devient importante pour dire, bien, il y a des choses qu'on faisait, qu'on continue de faire parce qu'on le faisait bien, mais il y a des choses qu'on faisait qu'on est obligé de revoir. Ça crée de l'insécurité. Mais c'est là, je pense, le challenge au niveau du leadership pour dire, bien, regarde, on garde confiance. Moi, j'aime dire ici, quand je parle à l'équipe de Shanghai, qui là se mettent à paniquer à leur tour de voir comment ici, que surtout hier, quand on a dit que toutes les entreprises et commerces vont fermer, les autres, c'est de faire voir, regardez, il y a des choses positives qui s'en viennent quand même. Vous allez recevoir, on a un client important à Atlanta pour un projet. Mais là, c'est sûr qu'on focus de savoir, OK, vous autres, comment ça va? Ça continue de fonctionner. Faut garder confiance là-dessus. Fait que c'est, écoute, je ne sais pas si je réponds à la question. Là, vous êtes la bienvenue de la répéter si jamais j'ai manqué la réponse, mais je pense que côté culture d'entreprise, il va y avoir d'évolution là-dedans, c'est sûr. Ilias, est-ce que tu voulais compléter là-dessus? Je pense que Ilias est Oui, muté. OK, voilà. Ouais, excuse-moi, on découvre tous les petits trucs de Zoom, là. C'est ça. Merci beaucoup pour ta réponse, puis merci en particulier pour les KPI aussi que tu as donné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des activités, je dirais, virtuelles, parce que là, on est tous un petit peu poignés avec le virtuel, que vous faites ou que vous pensez qu'on devrait faire sur une base hebdomadaire, par exemple, avec nos employés à distance? Moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai découvert une plateforme qui s'appelle Whereby, le VHEREBY, puis je me suis créé une chambre virtuelle. Fait, puis, de plus en plus, j'envoie l'adresse. C'est facile, c'est que, mettons, dans mon cas, c'est whereby.com/Seaman. J'ai aussi une autre chambre Seaman/JLH, mes initiales. Fait qu'en n'importe quand, tu cliques cette adresse-là, ça va mieux dans Chrome, tu cliques l'adresse, pouf, moi, ça apparaît, puis on tombe en vidéoconférence. Fait que c'est comme si, dans le fond, ça crée un bureau virtuel qui fait qu'en tout temps, à part si je suis déjà en conférence, ben oui, je suis disponible, puis viens, on va jaser, puis on partage. Puis, avec l'équipe, par exemple, nous autres, on se fait fréquemment des réunions whereby où est-ce qu'on se voit. Je pense que c'est important justement de se voir puis de garder le contact humain à cause de la distanciation sociale. Tu sais. Je m'amuse à dire que dans le fond, tout ce qui manque, c'est l'odeur. C'est peut-être bien, ou moins bien. Mais, tu sais, dans le fond, le contact visuel est là. Puis que les gens apprennent aussi à utiliser ça. Puis, des fois, des gens qui on va être dans une conférence vidéo, quelqu'un a un background complètement éclairé, on voit juste l'ombre. Bien, déjà, je sens que ça crée chez d'autres personnes dire est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est correct? On ne voit pas. Y a-t-il les couleurs? Est-ce qu'il sourit? Fait que c'est ça. Fait que ça crée justement un peu comme la question que tu posais tantôt, là, ça change. Je vois ici une question, le lien du service de centre virtuel. C'est whereby.com. Je peux le taper. Là. Je ne sais pas si je contreviens aux règles en tapant ici, là, que Nour avait dit au début, mais c'est ça, vous devrez voir ça. Gratuitement c'est 4 personnes par chambre. Ça, c'est une licence gratuite. Dans notre cas, on a payé une licence pro qui donne 12 personnes par chambre. Super. On a beaucoup parlé là, de la crise, fait que j'aimerais ça qu'on avait dit que la deuxième portion, on aborderait comment se passe la reprise. Je pense que ça peut nous aider à nous préparer pour ça, puis nous donner aussi un peu plus d'espoir. Puis j'ai une question de Tereska. Tereska, on va te donner la parole sur ta question sur à quel point est-ce que la vie normale est reprise en Chine. Oui, j'étais intéressée d'avoir plus une vue sur est-ce que ça doit dépendre de la ville et de la région, mais est-ce que le monde est-ce que les enfants ont retourné à l'école? Est-ce qu'il y a plus de liberté de mouvement? Est-ce que où est-ce qu'ils sont rendus à l'heure actuelle sur la reprise de vie plus ou moins normale? Ben, c'est une bonne question. C'est beaucoup par région. Hein. Tu sais, la province du Hubei avec Wuhan, c'est sûr qu'eux, c'est encore très contrôlé. À Shanghai, la vie reprend. Je pourrais dire, nos compagnies, nos fournisseurs sont entre 50 et 80 %. Si on était à 50 % là, 2 semaines, ça revenait tranquillement. Fait que là, de plus en plus, ça fonctionne. Il y a toujours des règles de prise en température à l'entrée. Il faut comprendre que là, le défi là-bas, c'est d'éteindre les foyers d'éclosion, ce que le Dr. Arruda les appelle les deuxième et troisième générations d'infection. Fait que là, c'est ça qui est le défi là-bas. Là. C'est que,
puis de mettre un contrôle très serré aux arrivées à l'aéroport. Parce que là, la crainte là-bas, c'est que l'infection revienne par les gens qui reviennent de l'extérieur, soit les Chinois qui retournent chez eux ou des visiteurs. Il y a un grand contrôle qui est mis là-dessus aux aéroports. Dans les rues, tu sais, comme nous autres, par exemple, au bureau, les règles continuent, test de température à l'entrée, des questions sur où est-ce que tu es allé. C'est ceux qui ne toléreront pas que quelqu'un vienne au bureau s'il est allé voir quelqu'un, un parent à Wuhan, par exemple. Fait que les écoles, non, c'est pas encore repris. Il y a quelques endroits où ça a commencé à reprendre, mais pas de façon générale. Fait que, ça continue d'être contrôlé, mais les gens peuvent sortir maintenant. Il y a une certaine vie qui reprenne, il y a certains restaurants qui commencent à ouvrir. Fait que les gens voient ça de façon positive. Puis il y a aussi une fierté. Ça, c'est un des points qu'on mentionnait. Il y a une fierté qu'on sent de l'équipe là-bas de dire « Hey, gang, on a passé à travers. » Il y a un esprit communautaire très fort, là. Il y a une question qui va un peu dans ce sens-là aussi, de prendre soin de nos gens, de Roselyne. Roselyne, est-ce que tu veux la poser directement à Jean-Luc? Là, est-ce que vous m'entendez, c'est ça? Oui. Ah, c'est fabuleux, effectivement, on apprend plein de choses que je ne connaissais pas. Moi, je m'intéresse quand même beaucoup à la santé mentale des troupes. Je me demandais si vous aviez fait appel à des gens externes, des professionnels pour donner conseils, support à votre gang, en fait. Oui, c'est une bonne question. J'avoue que ça a passé tellement vite au début que c'est comme si on était en mode qu'on s'occupait de ce qui se passait. C'est arrivé un petit peu après, en disant, OK, s'il y a des gens qui ont besoin de consulter, mais en même temps, on le laissait très de façon personnelle. On ne voulait pas non plus s'impliquer et dire, OK, qui a besoin d'aide? Il y a comme une crainte, c'est peut-être ça serait vrai aussi, là, mais au bureau en Chine, c'est sûr que les gens ont quand même une certaine restriction à vouloir rentrer trop dans le mode personnel, à dire, ouais, moi, j'aurais besoin d'aide. Mais c'est sûr que moi personnellement, j'ai des gens proches à qui j'ai pu échanger, puis j'étais chanceux. Puis j'ai un de mes cousins qui est médecin, qui est en ligne de front. Justement, écoute, on se parle à tous les jours, là. On est, pour se dire un petit peu ce qui se passe, comment chacun on avance là-dedans, surtout qu'on est impliqué aussi au niveau des équipements médicaux. Mais c'est une bonne question. Écoute, j'encouragerais les gens surtout à ne pas hésiter à consulter ou à avoir affaire avec des ressources, j'oserais pas dire médicales, parce que les gens sont déjà très pris avec les gens qui commencent à être infectés, mais des ressources au niveau psychologique ou juste de soutien, ou juste de se parler, juste d'être là ensemble et de se parler. Puis, tu sais, j'ose le dire, même s'il y en a parmi vous qui sont à l'écoute, puis vous avez mon adresse Whereby qui est là, ça le temps de jaser après, ou dire, ou dans les prochains jours, n'hésitez pas, là. Merci Jean-Luc, c'est super généreux de ta part d'offrir ton aide comme ça aussi. Moi, je me demandais, tu dis que la vie reprend tranquillement, les écoles sont encore fermées, il y a des restaurants qui ouvrent. Comment la vie reprend au niveau commercial? C'est quoi la vitesse de la reprise? Est-ce qu'on sent une espèce de... Tu sais, je me dis, après tout ce qui se passe, est-ce qu'on sent une espèce d'urgence de refaire en quelques mois ce qu'on a perdu dans les premiers mois de l'année? Est-ce que ça met une pression encore additionnelle sur les gens de rattraper le temps perdu? Comment ça se passe au niveau de production, là? Honnêtement, je ne sens pas nécessairement cette... je pense que les gens reprennent tranquillement, mais on a des projets, évidemment, qui ont été comme un petit peu arrêtés. Les gens reviennent, mais il y a comme une espèce de sagesse en même temps, de ne pas se lancer carrément, puis de un petit peu répéter par la proximité. Les gens sont prudents, là. Fait qu'on sent, tu sais, on a un projet, je parlais de Universal à Beijing. Écoute, il y a un premier paiement qui est rentré la semaine passée, qu'on attendait depuis longtemps pour que le projet avance, mais là, c'est comme, OK, go. Là, il faut voir okay, comment va se faire la formation, parce qu'on devait avoir une formation technique faite par des gens de Montréal, à l'équipe de Shanghai, pour l'équipement qui va être installé. Là, il faut que ça se fasse par vidéo. Je sens une prudence, mais en même temps, des défis importants. Il y a tout un backlog de choses à faire, là. Fait comment les passer une par une, là.
Sûr et certain, effectivement. Et on a une question de Florence. Florence, est-ce que tu veux poser ta question, Florence Barbeau? Tu es encore sur le mute, Florence. Ah, parfait. Voilà. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Génial. Ben, merci d'avoir tenu. Oups. On t'a perdu, Florence. Elle revient. Voilà. Vous m'entendez? Génial. Merci d'avoir tenu ce webinaire, là. Nous, on a plusieurs startups justement qui se posent la question au niveau des relations avec la Chine notamment, puis au niveau de l'import-export international. Il y a plusieurs startups entrepreneurs, en fond, qui reposent sur l'import d'objets ou de produits chinois justement pour leurs opérations, étant donné que certains de ces produits-là sont seulement accessibles depuis la Chine, donc qui sont pas produits nulle part ailleurs. Comment vous anticipez justement ces nouveaux changements au niveau des relations internationales, import-export, étant donné qu'il y a une relance qui vise davantage l'achat local? Oui. Je m'excuse, ça a coupé un petit peu à la fin. Peux-tu répéter juste la dernière phrase? J'ai compris, Oui, donc, achat local, puis avant ça. oui, pas de problème. Donc, dans le fond, comment vous anticipez les changements au niveau des relations internationales, surtout au niveau de l'import-export, mais par rapport à une situation Ouais. qui veut davantage l'achat local puis l'intra-Québec pour ce qui est d'ici? Oui, oui. Ben, écoute, c'est une bonne question. Ben, je le vois en deux volets. Premièrement, pour les compagnies qui s'inquiètent au niveau de la Chine, j'avoue que nous autres mêmes, on a eu l'inquiétude hier, surtout qu'on là, actuellement, on fait venir des équipements médicaux. Quand j'entendais François Legault qui disait on ferme tout ce qui est pas essentiel, ben, écoute, la première pensée, nous autres, allait au transitaire. Fait que mon équipe de Montréal était tout de suite avec les gens au niveau dédouanement, au niveau transport, logistique, tout ça, pour être sûr qu'il faut que le flot continue. Fait qu'on avait même des appels avec DHL, FedEx, tout ça, voir comment ça fonctionne pour les envois plus court terme et les petits paquets, mais il y a aussi des grosses choses quand même qu'on peut mettre. Fait que pour ça, ce que je veux rassurer, c'est que les transports continuent. Tu vois, par exemple, les visières qu'on a commandées hier et qu'on a vu le 30 pour un hôpital au nord de Montréal. Ce côté-là, puis si les gens, c'est des gens qui ont des inquiétudes, parce que ce qui arrivait aussi, ça, c'est des questions qu'on avait pendant la crise, c'est qu'il y avait des compagnies dont tu parles justement qui avaient des produits dont ils avaient besoin en Chine, mais que là, ça ne sortait pas de la Chine parce que la crise était là-bas. Fait que là-dessus, on a pu aussi donner un coup de main, mettre en contact, utiliser d'autres canaux. Fait que ça, là-dessus, si on peut donner un coup de main à des gens qui s'inquiètent là-dessus, là, on pourra donner des indications. Pour ce qui est de l'achat local, écoute, personnellement, ça peut être drôle à dire parce que notre bureau est à Shanghai, mais moi, je me dis, si dans tout ça, ça peut encourager que les gens, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de tout ce qui est culturel, produit, tout ça, si ça peut encourager la production locale et l'achat local, moi, je trouve que tout le monde va être gagnant au niveau de l'environnement, au niveau de tout ça. Notre réalité, ce que tu dis, c'est que les compagnies technologiques n'ont pas le choix. Ce qu'ils fabriquent, ça vient de la Chine. Puis c'est un petit peu aussi la réalité où est-ce qu'au Québec, c'est ça, nous autres, notre vie, c'est que notre force au Québec, évidemment, avec le niveau de développement, créativité, d'avoir des idées, de ne pas avoir faire. Tu sais, il y a le côté créatif, artistique, parce que pour moi, la créativité technologique a un grand lien avec la créativité artistique, c'est de prendre des risques, c'est d'avoir des idées, puis de dire, moi, je suis capable d'amener ça au bout, puis qui va me suivre, puis après ça, de le mettre en fonction. Puis souvent, dans la mise en fonction, ben, tu n'as pas le choix de faire fabriquer, si tu veux aller en série, si tu veux aller en mass production, ça, tu n'as comme pas le choix de faire sous-contracter, malheureusement ou heureusement, pour que ça fonctionne. On préfère garder notre focus sur la créativité et le développement plutôt que d'essayer de développer des usines qui finalement vont être trop chères ou ça ne fonctionnera pas. Puis là-dessus, ben, tu perds ton élan de business. Fait que je pense qu'il va y avoir un équilibre qui va peut-être se créer. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va dire, écoute, finalement, je peux le faire local. Qu'est-ce que je peux réellement faire à l'étranger pour vendre à l'étranger aussi? Parce qu'un de nos gros points, c'est de fabriquer en Chine pour la Chine, parce qu'il y a un foutu marché là-bas là, de gens qui peuvent acheter des produits qui sont développés au Québec. Fait que ça, c'est un gros volet de ce qu'on veut travailler aussi. Fait que fabriquer localement, ça veut aussi dire fabriquer là-bas pour vendre là-bas. Fait que
écoute, je suis parti peut-être un petit peu dans des, dans des principes, des choses. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question un peu. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui nous ramène un peu aux mesures qui sont actuellement mises en place par nos gouvernements. Jean-Luc, ça vient de Roselyne, je vais la lire. Il y a plusieurs mesures actuellement qui visent à donner des prêts à des entrepreneurs, mais plusieurs startups ont une crainte de s'endetter dans le contexte actuel. Est-ce que tu penses que c'est quand même une bonne idée d'utiliser ces mesures-là pour se relancer? C'est sûr que là-dedans, ça devient du cas par cas, mais moi, je pense qu'il faut être très attentif à toutes les mesures qui sont émises, puis de faire attention, puis peut-être d'appliquer justement certains ratios que les gens peut-être plus en finance pourront vous indiquer aussi. Mais je pense qu'il y a des choses avantageuses qui sont mises là-dedans, sans nécessairement plonger dedans tête première, mais il y a certains points si ça peut faire en sorte, entre autres, que vous gardiez vos personnes clés. Le danger là-dedans, actuellement, dans toute compagnie qui se développe au niveau des startups, c'est sûr, tantôt je disais que notre force, c'est la créativité, mais la créativité, elle ne vient pas des machines, elle vient des gens. Puis si ça vient, les machines nous aident, là, mais les ordinateurs, tout ça, mais c'est les gens, c'est l'équipe que vous avez créée. Là, ce qui serait la pire chose, je pense, pour une startup, c'est d'avoir créé une équipe clé, une équipe gagnante. Puis là, à cause de la situation, vous êtes obligé de laisser partir, je ne sais pas, sur 10 personnes, vous êtes obligé d'en laisser partir 3, 4. Puis là, c'est le déchirement total. Si l'aide que vous pouvez aller chercher va faire en sorte que vous gardiez ces gens-là, quitte à négocier avec eux, je disais tantôt, une réduction de salaire temporaire pour après ça avoir une participation sur quand ça va remonter. Parce qu'il faut se dire, ça va repartir. On ne s'en va pas vers quelque chose qui s'éteint complètement. Puis ceux qui vont avoir réussi à rester là, ben, c'est un petit peu comme prendre un respire pour aller sous l'eau. Faire un bon respire, il y a une période à passer sous l'eau, puis après ça, ben, on remonte à la surface tout le monde. Fait que si votre aide, c'est sûr que là, les gens vont travailler intelligemment à savoir que l'aide financière, c'est peut-être pas pour aller grossir le loyer ou pour aller nécessairement s'acheter des nouveaux équipements. Parce qu'il y a aussi une réduction budgétaire qui s'applique aux frais de marketing, aux frais de déplacement, tout ça, là, qui est intéressante, qui est positive là-dessus. Merci. On a Thibault Bloyet qui a une question aussi. Roselyne, est-ce que ça répondait bien à ta question? Je m'excuse, je ne t'ai pas donné la parole, je viens de réaliser. Ah, j'entends pas. Oui, c'est parfait. Oui. Ça m'éclaire. Très bien. Merci. Super, merci. Puis non, je ne sais pas si tu peux donner la parole à Thibault. Thibault, lève la main pour qu'on te trouve. Parfait. Allô. Salut Thibault. Salut Liette. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Donc ça, ma question était plus orientée sur le côté culturel. Il me semble qu'en Chine, vous avez un mot pour qualifier une crise comme aussi une opportunité. Je ne suis pas expert dans le langage, mais en tout cas, c'est pas mal l'approche qui est prônée là-bas. Ici, dans les sociétés occidentales, c'est sûr qu'on a une vision un peu plus binaire. C'est-à-dire que c'est soit bien, soit mal. Puis là, en l'occurrence, quand il y a une crise, il y a, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de personnes qui commencent à paniquer. Puis il y a beaucoup de comportements en fait qui vont peut-être différer de ce que tu as pu voir en Chine. Donc moi, je voulais comprendre toi avec ton approche québécoise et puis ta réalité en Chine. Comment est-ce que tu compares ça et comment est-ce que tu penses que la société québécoise, en l'occurrence, est prête à faire face à ce changement? Écoute, merci pour la question. Ça peut être un peu délicat parce que, écoute, on touche ici à des sensibilités peut-être sociologiques et même politiques là-dedans. Moi, ce qui m'encourage au niveau du Québec, c'est qu'on est quand même une société, un État ou une nation qu'on pourrait dire quand même. On se parle beaucoup, on est entre nous. Tout le monde regarde Legault Arruda à 1h l'après-midi. Il y a quand même un consensus d'action qui n'est peut-être pas prise à 100% des gens. Mais je sais qu'on fait attention pour essayer de limiter que ce ne soit pas au niveau de la police ou tout ça qui impose des règles, mais que ce soit une compréhension collective. Puis moi, ça m'encourage par rapport à d'autres pays, quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, ou est-ce que ce n'est pas nécessairement ça qui s'applique? Ou est-ce que là, il y a comme un désordre? Oui, il y a une certaine partie de la population qui comprend, d'autres ne comprennent pas, tout ça. Dans le cas de la Chine, c'est sûr qu'il y a un mouvement là-bas qui est différent socialement. L'esprit communautaire
est très grand. Bon, que ce soit par raison politique ou par raison historique ou sociologique. Mais je pense qu'on s'approche quand même de ce qui se vit là-bas en tant que fierté de nation et de société de passer à travers. C'est ce que je vois beaucoup ici dans les médias sociaux. Lâche pas, on avance, on va être capable. Ça, c'est important qu'on serre les coudes puis qu'on passe à travers. Le sentiment de fierté, des fois, malheureusement, mais là, on dirait que ça change. Tu sais, des fois, au Québec, il peut y avoir des fois des sentiments de jalousie de telle personne réussit à l'international, ouais, mais tu sais, il doit y avoir quelque chose. Ou, tu sais, je souhaite qu'on puisse, à partir de là, être encore plus fiers l'un de l'autre et qu'on s'aide, qu'on s'entraide. On se complète tellement bien quand je vois, moi, à travers tous les clients avec qui on travaille, les équipes différentes, les produits différents, les idées différentes, comment les gens, ensemble, ça crée un écosystème tellement stimulant. Ben, je souhaite que ça sorte un peu. S'il peut y avoir un petit peu, s'il peut y avoir une fleur qui pousse à travers les décombres, ben, que ce soit celle-là. Merci Jean-Luc. Merci Thibault. Il nous reste à peu près 12 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions, on pourrait prendre une dernière question. J'en ai une qui est plus technique, mais je pense qu'on a besoin présentement de se comparer un peu avec la situation chinoise pour voir comment nous, les mesures qui sont mises ici en place par nos gouvernements peuvent nous aider. Donc, j'en ai une qui est de Saleh Ali, qui dit « Est-ce que les gens ont utilisé des méthodes pour tracer leurs déplacements, pour aider à alerter les personnes qui ont été en contact avec eux si jamais ils sont diagnostiqués positifs? » Est-ce qu'il y a eu est-ce que tu sais si en Chine, il y a eu ce traçage-là des déplacements des gens? Saleh est là aussi si tu veux compléter ta question. Oui, bonjour. Non, c'est juste ça parce que, en fait, Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, j'ai entendu parler qu'il y a une application, en fait, qu'on utilisait, que c'est possible en Chine parce que avec leur système de gouvernement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui, volontairement, ils ont commencé à tracer vraiment leur déplacement et tout, comme ça, si jamais ils sont diagnostiqués, ils peuvent alerter les autres personnes. Voilà, c'est juste ça. Merci. Ouais. La technologie a beaucoup aidé en Chine, justement, à suivre les déplacements. Quelque chose, puis là, je ne veux vraiment pas juger si c'est quelque chose de positif ou pas, mais une application qui a été installée dans le lobby de notre bureau. On est au 3e étage d'une grande tour à Shanghai, dans le centre-ville. Puis, au lobby, il y a un gardien qui est là tout le temps. Mais là, il y avait une dizaine de gardiens qui prenaient la température et aussi qui demandaient aux gens où tu es allé durant les 2 dernières semaines. Puis, pendant qu'ils posaient la question, ben, il prenait le cellulaire de la personne, mettait son appareil, il scannait, puis il pouvait savoir tous les endroits où le téléphone a fait un roaming durant les 14 derniers jours. Est-ce que c'est bon, pas bon? Tout de suite, ça indiquait, parce que là-bas, aucun Chinois peut partir sans son téléphone. Il paye avec ça, il prend le train avec ça, il fait tout avec ça. Fait que ça permettait de garder un suivi de ce qui était fait. Mais la question était quand même posée avant. Fait que si la personne disait, oui, écoute, je suis allé à tel endroit, OK, c'est beau, ouais, ça correspond. Les autres choses, il y a eu beaucoup de contrôles de fait aussi, par exemple, des billets de train. Si quelqu'un, ça, c'était une des choses aussi qui a été faite, c'est que les entreprises ont eu, quand ça a commencé à s'étendre, ben, il y avait des auditeurs qui venaient faire des audits dans l'entreprise et qui demandaient aux gens, OK, où est-ce que tu es allé les derniers temps? Il a pris le train. Et la personne qui était diagnostiquée positive, ben, à partir du billet de train, l'endroit où il était assis, ben, le gouvernement était capable de rejoindre des autres personnes qui étaient assises dans le même wagon ou à telle distance au niveau des bancs, puis de prendre des mesures spéciales. Fait que l'intégration de la technologie au niveau des transports, au niveau des paiements, au niveau du déplacement, tout ça, on peut penser ce qu'on veut au niveau de liberté individuelle, peut-être, mais dans ce cas ici, c'était vu très positif, puis c'est sûr que ça a joué un aspect positif pour eux. C'est fascinant, les moyens qui ont pu être utilisés là-bas quand même. Hein?
En guise de conclusion, Jean-Luc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, des questions qui n'ont pas été posées, mais que tu aimerais que les gens gardent en tête ou juste un message positif pour finir? Là? Ben, il y a peut-être deux choses. Dans l'article dans le Journal des Affaires, on finissait en disant que Winston Churchill disait Never waste a good crisis. Gaspille jamais une bonne crise. Il y a peut-être combinaison de ça, vous prenez soin de vous. Que chacun, tu sais, on est avant tout humain, on est avant tout émotion, réaction, apprentissage, on apprend tous les jours. Fait que je pense que c'est important que chacun fasse le travail de se connaître là-dedans, puis de voir comment on peut passer à travers, puis de ne pas avoir peur de partager avec les autres. On est en équipe. S'il y a de quoi, si ça peut rassembler les équipes ensemble, ça fait en sorte qu'on se connaisse, qu'on apprenne à découvrir des gens, puis que dans tout ça, ben, on reste chez nous, qu'on reste prudent pour ne pas contaminer personne. Ben, j'ose penser qu'on va en sortir gagnant, puis ça va avoir été une aventure dans notre vie dont on va se souvenir, puis qui va amener des effets positifs après. Parce que là, le plan. Ouais. Oui, une aventure qu'on n'oubliera pas, ça c'est certain. Merci Jean-Luc pour ta générosité. C'est grâce à des gens comme toi que je trouve que la crise est plus facile à vivre, grâce à des organisations comme Zoom. Merci beaucoup, Nour, d'avoir eu cette initiative-là, hein, de mettre ça en place. C'est super. Puis avec Bonjour Startup, on va continuer à travailler étroitement avec vous, avec les autres organisations, parce que ce qu'on veut, c'est appuyer nos entrepreneurs dans cette période qui est très inhabituelle, jamais vue, tout à apprendre en même temps. Une belle opportunité de se serrer les coudes puis de travailler encore plus étroitement ensemble. Nour, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Liette et merci beaucoup Jean-Luc pour cette séance-là. Moi, j'en ai appris beaucoup. Malheureusement, on n'a pas pu passer par toutes les questions, mais si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le formulaire qu'on avait envoyé dans l'enregistrement. Puis j'espère que vous avez tous trouvé ça intéressant. On était 58 au début, on est 58 à la fin, donc c'est sûr que les gens sont restés jusqu'au bout, ce qui démontre que c'était vraiment intéressant. Donc merci encore une fois, puis passez une excellente fin de journée, puis lâchez pas, on est là ensemble. Très bien. Au plaisir de se reparler. Merci. Merci. Bye.